V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente un modèle d'une division qui a été créée par Edsel Ford, le fils unique d'Henry Ford en 1939. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Mercury Parkland 1964 et je vous la fais découvrir avec M. Clément Allard. Mercury procède au renouvellement de son image en 1963. Nous avons droit à une toute nouvelle voiture au dessin plus conventionnel, mais dont la ceinture de caisse fait paraître l'auto plus longue. Elle se distingue aussi davantage des Ford. L'option Breezeway, lunettes arrière inversées et électrique en option, refait surface. Elle était apparue pour la première fois sur la Mercury Turnpike Cruiser en 1957 et utilisée sur les Lincoln 1958, 59 et 60. Elle avait le privilège de faire entrer l'air frais dans l'habitacle, même sous la pluie. Le modèle Marauder, quant à lui, offrait la possibilité d'opter pour une ligne de toit conventionnelle. D'ailleurs, cette version s'illustra dans les courses NASCAR. Monsieur Allard, enfin, nous y voici. Ça fait combien d'années qu'on parle de faire une émission ensemble? 4 ans. 4 ans? Là, c'est le grand moment aujourd'hui. C'est bien. Vous êtes propriétaire d'une Mercury Parkland 1964. Effectivement, modèle convertible qui soulignait le 25e anniversaire de Mercury. Absolument, c'est le 25e anniversaire. Le premier contact pour vous avec l'automobile, ça recule un peu dans le temps, là. Jeunesse, tout ça. Vos parents étaient dans le milieu médical. Ouais. Vous aviez une vie, on pourrait dire, un petit peu au-dessus de la classe moyenne à l'époque. Oui, on peut pensionner ça. Puis, vous étiez de Québec. Mais le premier contact avec l'automobile par rapport à votre jeunesse, c'est quoi? Bien, j'ai toujours été attiré par l'automobile. Quand j'étais petit gars, je regardais les voitures un peu partout. Je fréquentais les présentations des nouveaux modèles dans les années 50, 60, puis c'était toute une activité. On va l'expliquer un petit peu. C'est peut-être pas tout le monde qui a vécu ça. C'est qu'à l'automne, lorsqu'on faisait une présentation, c'était un gros show. Ouais, en fait, tous les concessionnaires recevaient les nouvelles voitures. Ils les cachaient du mieux qu'ils pouvaient et les préparaient. Puis là, bien, il y avait une réception avec de la boisson. Des fois, il y avait des fanfares aussi. Il y avait tout ça, de la musique, il y avait des présentations particulières et on allait là pour prendre connaissance des nouveaux véhicules qui sortaient pour l'année en cours. En fait, c'est un show promotionnel. Tout à fait. Ce qu'on ne voit plus depuis Absolument. Plusieurs années. C'est ça, effectivement. Votre père a conduit des véhicules qui étaient des Hudson, je crois. Oui, mon père était un amateur de voitures Hudson. Pendant la guerre, évidemment, qu'il n'a pas pu choisir comme tel. Le choix de voitures était très restreint. Par contre, après la guerre, je ne peux pas le prouver, mais on nous avait dit que mon père avait pris livraison de la première voiture Hudson rentrée à Québec après la guerre. Après-guerre. C'est ça. Et après ça, bien, il a continué à garder des modèles Hudson qui changeaient peut-être aux 2-3 ans. La première voiture que vous avez conduite, c'est quelle marque, quel modèle? Je vais vous surprendre. Ma mère possédait une Hudson Métropolitain. Plus petite, ça, hein? Plus petit, c'était 2 ou 3 places seulement. Et j'ai appris à conduire sur cette voiture-là qui appartenait à ma mère. C'est une voiture manuelle? Oui, évidemment, 3 vitesses au volant, 2 portes seulement. Là, il n'y avait que 2 modèles dans le temps, un convertible et une 2 portes sedan. Et ma mère avait une 2 portes sedan, là, couleur aqua et blanche, qui était le mix de ce temps-là. Alors moi, j'ai débuté ma conduite automobile à 14-15 ans sur cette voiture-là parce que notre chalet était à 1 mille à peu près de la route principale. Donc, je m'amusais à virailler dans le terrain du chalet et faire la route qui menait à la route principale. J'imagine que vous la faisiez souvent, des fois, inutilement. Absolument. 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 C'est tout à fait normal. Oui.
Donc, ça a été mes premiers contacts avec l'automobile pour tenir un volant dans mes mains. Votre première voiture antique, est-ce que c'est la voiture qui est devant nous? En fait, je suis un amateur de voitures antiques depuis une vingtaine d'années. Je courais les rassemblements, les ventes à l'encan, différentes activités. Un vrai passionné. Et il y a 5 ans, je me suis laissé gâter, laissé tenter par cette Mercury qui était à point, venait d'être restaurée par le couple propriétaire précédent. Et je l'ai dénichée dans une vente à l'encan à Plymouth, au Michigan. Une vente de RM Auction. Cette semaine, à Passion Auto Rétro, on parle d'assurance pour voitures antiques. Il y a une nouvelle entreprise qui s'implante au Québec et au Canada, c'est Hagerty. Bonjour Éric. Bonjour Éric, comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi? Mais oui, merci. Je suis très excité d'être avec vous aujourd'hui. Nous, on est très contents de t'avoir avec nous aussi. Éric, Hagerty, c'est une compagnie qui n'est pas née d'hier. Oui. Implantation tout récente au Québec. Explique-nous les grandes lignes de cette compagnie-là aux États-Unis. Tout à fait. Alors, Éric, en effet, Hagerty est une compagnie d'assurance américaine qui est née aux États-Unis dans les années 80, 1981 pour être précis. L'historique de la compagnie est très simple. Ça a été monté par Frank et Louise Hagerty. Ça a commencé par être une compagnie d'assurance de bateaux. Ils ont commencé avec les bateaux. Ils ont commencé avec les bateaux, en effet. Assurer les bateaux, les wooden boats en bois. Parce que la femme, Louise, était très, très fan de bateaux de bois. Et ils se sont différenciés avec le produit. Et en 89, ça a été transféré pour les automobiles en valeur agréée et tout le reste. Donc 89, on va dire, lancement des autos Hagerty aux États-Unis. 2009 au Canada. On a commencé avec la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario en 2011. Et maintenant, l'excitation, nous sommes au Québec, la deuxième plus grosse province au Canada depuis l'été passé. Vous êtes même à l'extérieur du continent, vous êtes en Europe aussi. Oui, tout à fait. Vous avez fait vos recherches, Éric. Oui, absolument. Alors, nous sommes aussi, Hagerty est aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Allemagne. Et il y aura bientôt, et j'espère, un jour l'Italie, la France, l'Australie aussi, parce que dans le monde entier, les gens aiment les véhicules classiques. Parfait. Pour démêler les gens maintenant, on a Hagerty. Oui. Les gens connaissent Civil Wheel. Les gens connaissent Leclerc Assurance. Peux-tu nous démêler? Oui, tout à fait. Alors, le plan Silver Wheel, comment ça se passe aux États-Unis? Quand on est arrivé au Canada, on a fait affaire avec le plan Silver Wheels, qui appartient, je ne vais pas vous compliquer toutes les choses, mais on va dire à la compagnie mère qui s'appelle Aviva. Et donc, avec Silver Wheels, on a fait ce qu'on appelle une transition de marque, parce qu'au début, les clients, la même chose qu'on fait au Québec depuis l'été passé, quand ils reçoivent leur contrat d'assurance, il y a écrit le plan Silver Wheels. Et maintenant, les clients vont recevoir leur assurance où il y a écrit Hagerty, assurance de véhicule classique. En fait, si vous voulez, on explique aux clients que le plan Silver Wheels a une nouvelle appellation qui s'appelle Hagerty Assurance de véhicules classiques. Et votre partenaire, c'est Leclerc Assurance pour le Québec. Pour le Québec, en effet, on fait affaire exclusivement avec Leclerc Assurance. Ils sont les numéros 1 dans ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on fait affaire avec eux. C'est une très grande compagnie qui va... Nous, on se spécialise sur les véhicules classiques, mais comme c'est un courtier, ils peuvent en effet assurer vos autres véhicules, maisons et tout le reste. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous, Éric. À bientôt. À bientôt. Cette chronique vous a été présentée par Hagerty, car votre véhicule mérite ce qu'il y a de mieux. Le 18 février 1964, l'inventeur québécois et fondateur de la compagnie Bombardier, Joseph Armand Bombardier, décède à Sherbrooke à la suite d'un cancer à l'estomac. Il avait 56 ans. Le 13 mai, l'avocat montréalais Paul Gérin-Lajoie est élu à la tête du tout nouveau ministère de l'Éducation du Québec. Le ministre a lutté sans relâche pour établir des structures qui donnent aux élus du peuple le dernier mot en matière d'éducation. Le 12 juin, l'ancien vice-président du Congrès national africain Nelson Mandela ainsi que 7 autres dirigeants sont condamnés à la détention à perpétuité au procès de Rivonia. Cette condamnation déclenche une vague importante de protestations contre l'apartheid. Monsieur Allard, dans le bloc précédent, on avait commencé à parler de votre voiture. Est-ce qu'à l'époque, c'est cette voiture-là particulièrement que vous vouliez acheter?
Non, c'est un hasard. C'est que je reçois les catalogues de différentes compagnies d'Ancan. Je feuillette. Cette année-là, il y a 5 ans, j'ai été intéressé par 5 ou 6 voitures différentes qui faisaient partie de l'offre de RM Auction. OK. Et je me suis déplacé à Plymouth, au Michigan. Puis j'ai pris connaissance de ce qui était offert pour en venir à n'en considérer que 2 différentes. Il y avait une Cadillac convertible 64 qui était très belle, mais elle est partie très rapidement. Je Il y avait un acheteur dessus, c'est ça. Et celle-ci qui était le lot 130, je voulais pas la manquer. On va le montrer Donc, ici. Là, c'est la présentation qu'on a lorsqu'on est dans les grandes encades, c'est ça? Absolument. Vous avez la feuille sur 2 pages qui illustrait la voiture dans le catalogue. Quand RM met 2 pages pour une voiture, c'est une voiture qui a plus d'importance que la voiture régulière normale ou la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, c'est un plus, là. Donc, je l'ai examiné comme faut. J'ai posé beaucoup de questions aux spécialistes et j'ai surveillé pour miser. Et heureusement, c'est moi qui ai été l'heureux gagnant de cette encan. De cette merveilleuse voiture. Tout à fait. Maintenant, pour la porter au Canada, ça a été fluide, facile? Bon, en fait, comme RM est une compagnie de Chatham en Ontario, qui ont un immense atelier de restauration et leur bureau-chef est là, moi, je leur ai confié le transport de la voiture entre Plymouth au Michigan et leur bureau-chef à Chatham. OK. Et on m'a appelé à un moment donné et m'ont dit, bien, la voiture est prête. Alors, avec un camionneur d'ici, professionnel de la région de Québec, on est allé la chercher là-bas. Et je l'ai ramenée ici à Québec. De là, ça a été l'inspection en bonne et due forme pour l'immatriculation, l'évaluation en bonne et due forme pour les assurances du véhicule. Et là, on était rendu au mois d'octobre ou à peu près, donc je ne l'ai à peu près pas utilisé cette année-là. Tout l'hiver à attendre. Absolument. Absolument. Puis au printemps, bien là, ça pressait de la sortir puis de l'essayer pour la peine puis de l'apprécier. Vous avez dû trouver l'hiver long entre nous deux? En fait, je suis un gars qui est patient dans beaucoup de choses. Okay. Donc, je me dis, je vais attendre mon tour, et mon tour est venu au début du mois de mai, puis ça s'est très bien déroulé. On a seulement que 1967 véhicules fabriqués. De ce modèle-là, édition 25e anniversaire. Qu'est-ce qui le distingue? Bien, premièrement, c'est la couleur. C'est une couleur exclusive pour l'édition 25e anniversaire de Mercury. Donc, Ford n'avait jamais fait cette couleur-là auparavant et ils ne l'ont jamais refait depuis. C'est exclusif. Donc, une année, un modèle, 65, ça n'existe plus? Exactement. OK. Exactement. Et au niveau aussi de la mécanique, cette voiture-là est assez exceptionnelle. En fait, la voiture, elle est reconnue comme étant une Park Lane, 25e anniversaire, avec une mécanique Marauder et un moteur Interceptor. Ça ne dit pas grand-chose au commun des mortels, mais moi, je peux vous dire que Marauder, c'est la constituante du système moteur d'entraînement du véhicule. Moteur, transmission, différentiel, système électrique, système de frein, ces choses-là. Tout est amélioré au niveau de la performance. Absolument. Tout. Absolument. Donc, on a vraiment une voiture plus performante sur toute la ligne. Tout à fait. Il y a toute une panoplie de moteurs maraudeurs. Là, je ne veux pas mêler tout le monde, mais juste faire les grandes lignes un petit peu pour nous expliquer. J'ai même vu qu'il y avait un 427 En fait, maraudeur. Au départ, tout véhicule Mercury de cette série-là, du côté américain, venait de façon standard avec un moteur 390 pouces cubes, carburateur simple. OK. Maintenant, il y avait 3 options du 390 pour rejoindre celui qui équipe ma voiture, et il y avait même la possibilité d'avoir 2 moteurs 427 pouces cubes. Qui sont toujours des V8. Alors, c'était le choix qui était de 6 moteurs différents 6 pour moteurs cette année-là. différents. Exactement. Ils portaient tous le nom Marauder, effectivement. Différentes, avec le même bloc, on allait chercher une panoplie d'HP ou de torques différents. Tout à fait, exactement. C'est vraiment brillant. Puis c'est une voiture aussi qui a fait du NASCAR. En fait, pas la voiture, pas la voiture, mais ce modèle-là. On le voit qu'elle n'a pas fait de NASCAR. En fait, c'est que ce moteur-là est un moteur qui avait la réputation d'être très performant, gagnait la majorité des courses de côte et des courses de NASCAR des années 60. C'est la caractéristique de ce moteur-là. Maintenant, j'ai mentionné qu'il s'appelle un moteur Interceptor. Interceptor, ce sont les véhicules de police chez Ford. Donc, tous les véhicules de police sortaient de l'usine avec ce moteur-là dans ces années-là.
c'est un moteur très performant. Je suis accompagné d'Alex, copropriétaire de Québec Custom. Bonjour Alex, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui. Vous êtes l'expertise à Québec dans le domaine de la restauration de voitures. Et toi, comme expert aujourd'hui, tu voudrais peut-être nous éclairer sur les choses à surveiller avant de faire l'acquisition d'une voiture, parce qu'il y a bien des surprises. On a devant nous un Impérial 1960. Ouais. La voiture, lorsqu'elle est arrivée ici, paraissait quand même bien. Ça paraissait quand même très bien. Puis avec ce que le propriétaire m'a dit de sa voiture qu'il connaissait depuis, c'était la voiture de son père. OK. Fait qu'il m'a conté un peu l'histoire de la voiture, mais je me suis fié un peu là-dessus. Après ça, on a relevé la voiture, on a examiné la voiture, on a vu que c'était Oui. pas parfait. Oui. Mais après ça, quand on va regarder comme il faut, qu'est-ce que ça donne, un coup qu'il n'y a plus de peinture, que tout a été démonté, c'est pas vraiment Ce qu'on attendait. C'est en plein ça. Dans le fond, une fois qu'on a enlevé la peinture, on a eu un paquet de surprises. Un paquet de choses. La peinture, l'intérieur, le moteur, on a eu des surprises partout. Et ce, même si la voiture roulait, paraissait bien, Ouais. immatriculée. OK. Là, c'est pour donner un exemple, parce que c'est un peu abstrait ce qu'on dit. Là, la voiture, on a enlevé la peinture dessus. On l'a boffé, comme on dit en bon français. Juste pour les gens qui connaissent moins ça, qu'est-ce qu'il y a sur cette voiture qui n'a pas été faite de façon conforme aux années d'aujourd'hui? Bien, c'est tout le tôlage. Le tôlage a été fait sûrement, je dirais peut-être dans les années 80. On voit ici toute la tôle, la manière que ça a été fait. C'est moitié soudure au bronze, moitié soudure au fer. Puis si on enlève ça, la vieille pourriture qu'il y avait en arrière n'a pas été enlevée. Donc, s'il y a une tôle qui est collée Il y a par- plusieurs tôles, plusieurs une par-dessus tôles. l'autre. Ici, ici. Puis, comme tu me dis, en arrière de ça, qu'on ne voit pas ici, la corrosion est déjà là. Oui, la vieille tôle qui était Elle est pourrie, là. que nous autres, on enlève avant de refaire OK. une réparation. Avant, il y a laissé là. Comme on peut voir ici, la vieille tôle de la porte pourrite est encore en dessous. C'est un bel exemple de ce qu'on peut voir quand on défait un véhicule des anciennes réparations. Le véhicule peut avoir de l'air bien sur la tôle quand on fait ça comme ça, mais on a des belles surprises cachées en dessous de des tôles faites comme ça. D'où vraiment l'importance, lorsqu'on a un projet, même si tout paraît bien, il faut vraiment aller à fond pour que toi, tu puisses bien évaluer un projet. Parce que s'il te paraît beaucoup moins complexe à réparer, l'évaluation n'est pas la même. Bien, c'est ça. Moi, je fais une évaluation sommaire de ce que je vois. OK. Je peux plus faire d'évaluation, peux pas faire d'évaluation de la voiture de ces années-là parfaitement dans l'état qui m'est montré. OK. Donc, Il faut que je la mette à nu pour être capable de dire au propriétaire, là, ça va te coûter tant. Ben, même si le monde peut penser que les gros freins de ces véhicules-là sont indestructibles, c'est fait vraiment solide, ça pourrit quand même. Parce qu'il y a des trous comme ça, qui fait que quand ça a roulé dans le sel, dans le sable ou dans ce que vous voulez, les dépôts se ramassent ici. Vu qu'il y a un arche, tous les dépôts se ramassent ici, puis ça fait pourrir le frein. Fait que ça, c'est un autre exemple de quelque chose que des fois, on voit un petit peu de rouille, une croûte, on gratte, on a un trou, puis ça finit qu'on a une grosse réparation comme ça. Parce que le différentiel, il est attaché ici. C'est quand même une partie importante de l'auto. Alexandre, en résumé, si on a un projet de voiture, avant de faire de l'acquisition, il faut vraiment la faire inspecter par quelqu'un qui connaît ça. Puis, il faut se prévoir une provision pour les surprises, parce que ça arrive. Ah, c'est sûr que si le projet est évalué à 50 000, il ne faut pas que la personne ait 50 000 dans son compte. Il faut que la personne en ait plus, parce que c'est sûr qu'il y a des surprises. C'est des voitures qui ont 50, 60, 70 ans. Ça a roulé l'hiver. C'est devenu une étape de leur vie que c'était des bazous. Fait que c'était réparé comme des bazous. Fait que souvent, c'est ça Il y a qui un fait qu'il y a écart. beaucoup de surprises. Parce que vous autres, vous les réparez comme une voiture de collection. C'est ça. Mais avant d'être une voiture de collection, ça a déjà été un bazou. Merci beaucoup pour l'information, Alex. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par l'atelier de restauration Québec Custom. Cette année, à Passion Auto Rétro, Mario nous présente Histoire de jouets. En fait, Mario, c'est de démystifier les jouets de collection qui sont en demande présentement, puis il y a un marché pour ça. Oui, bien, chaque amateur de voitures anciennes collectionne à quelque part quelque chose des die-cast. Donc, j'ai pensé à Histoire de jouets, entre autres l'histoire de Dinky Toy. La Dinky Toy, c'est une belle grande histoire qui a débuté dans les années, je dirais les années 20-30 environ.
Mais imagine-toi le petit enfant, à l'époque, qui allait chercher une petite voiture comme ça. Prendre dans tes mains, le réflexe qu'il avait, c'était de la retourner. Et voilà, c'est comme ça qu'on identifiait que c'était une pure race. Exactement. On avait le nom Dinky Toy en dessous, c'est ça qu'ils voulaient les enfants, c'était pas d'autre chose. Dinky Toys, Hudson Hornet, Made in England. C'était fait en Angleterre? En Angleterre et également en France. OK. Le must, c'est de dénicher la Dinky Toy, qui est un peu différente de l'autre. C'est une ligne de production pouvant produire qui avait des légères imperfections, l'intérieur d'une autre couleur, ainsi de suite. Donc, c'est de retrouver ceux-ci qui ont une grande valeur aujourd'hui. Dans le fond, c'est de trouver les voitures qui ont eu des erreurs de production. Exactement. Ça fait une rareté. Mais l'histoire débute par Frank Orbey avec les fameux jeux mécanos. Tout le monde a eu un jeu mécano, là, les petites bottes, des petits trous, on montait ça, c'était bien le fun. Là. C'est vieux ce concept-là, là. Ça Oui, fait longtemps. c'est vieux. 1901, ça a commencé. OK. Après ça, Frank Orbey avait créé les trains Orbey à l'échelle O, la grandeur à l'échelle O. Donc, la voiture à l'échelle 1,43, créée par Charles Rossignol au départ, en 1920, les petites autos en métal, il n'y a rien à voir avec ça, était l'échelle parfaite pour les maquettes de train. Si quelqu'un a fait une maquette, là, c'était pour les personnages puis les voitures, c'était l'idéal d'en aller dans l'échelle de 1,43. L'échelle O, comme tu Oui. dis, c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est la grandeur du train. OK. Les petits trains comme on a eu, c'est l'échelle N, mais O, c'est beaucoup plus gros. Ça ressemble un peu à un train Lionel. Là. La marque OK. Lionel, tout le monde a connu ça un petit Oui. peu. Là. Donc, le Dinky Toy a pris vraiment naissance à ce moment-là, en 1934. La semaine prochaine, Éric, je vais te parler d'un autre phénomène. Là, on tombe dans le marketing, des coffrets cadeaux. Merci, Mario. Merci. En 1964, pour son 25e anniversaire, la gamme des Mercury fut renommée. Elle se composait des modèles Monterey, Montclair et Park Lane, ainsi que des modèles familiales à 6 ou 9 passagers. Dans chacune des séries, l'acheteur pouvait opter pour le modèle Breezeway ou Marauder. Des modèles 2 et 4 portes hardtop ou sedan étaient disponibles, mais la décapotable faisait partie de la gamme Monterey ou Park Lane. Les prix s'échelonnaient de 2 819 à 3 504 et 110 342 voitures sortirent d'usine, dont 1967 Park Lane décapotables. Là, M. Allard, on va s'amuser un peu dans les options de l'époque. Parce qu'on a le petit dépliant ici, qui est d'origine. Oui. Et on va juste parler des options, parce que c'est assez spécial. Énumérez-moi un peu d'options qu'on pouvait mettre sur le véhicule qui nous parle à l'époque du lancement du véhicule. On ne peut pas penser qu'il y a autant de choix. Bon, en fait, Allez-y, pour un de véhicule façon. 64, c'est un peu surprenant, mais on ne produit pas une édition anniversaire sans faire du spécial. Oui. Donc, les ceintures de sécurité étaient optionnelles, un régulateur de vitesse très spécial. Il y avait 2 modèles, 2 disponibilités pour l'air climatisé. Une air climatisé de luxe ou économique. Des tapis en plastique transparent qui étaient très populaires dans ces années-là. Il y avait 2 choix d'appareils radio, AM ou AM-FM. Vous aviez la servo-direction, le servo-frein, un support à ski. Grande surprise, il y avait obligatoirement un choix de 5 rétroviseurs extérieurs différents pour la voiture. 5. 5. Il y avait même un grillage pour les chiens ou avoir plus d'air dans la familiale. Tous les produits nécessaires pour nettoyer le Il véhicule. y avait même un produit d'esthétique adapté Tout au à fait. véhicule. Donc, c'était une petite brochure qui évalait son pesant d'or pour les concessionnaires et les clients parce que ça illustrait les produits disponibles pour la voiture. Dans la vie de tous les jours, vous avez un rêve devant vous, un rêve de vie. Vous en profitez? Tout à fait. Je fais à peu près 25-27 rassemblements de voitures antiques par été. Wow! Au Québec et du côté américain. Je totalise plus ou moins 7500 km par été avec la voiture. Je me dis qu'un des plaisirs de la voiture antique, c'est de la rouler, sa voiture. Pas juste la regarder, mais Donc, de la rouler. j'aime bien la présenter, j'aime bien la faire découvrir par les gens, mais l'utiliser pour aller dans des rassemblements un peu partout. C'est le là, plaisir est là, hein? Exactement. Puis vous avez gagné une panoplie de trophées. En fait, on me dit que c'est un record au Québec. J'ai déjà 16 trophées différents de gagner avec cette voiture. Il y a beaucoup de trophées québécois, mais même des trophées américains. Bravo. J'en suis très fier parce que ça augmente la valeur du véhicule et ça fait jaser les gens beaucoup. Elle se démarque. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Allard. Super intéressant. Ça m'a fait plaisir, mon cher.
Denis, cette semaine, on parle de Mercury Parkland 64, mais il y a un petit plus, il est cabriolet. Ah, ben, les temps cabriolet, c'est certain que tous les amateurs aiment les cabriolets. C'est la voiture la plus vendue, le cabriolet. Peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui, les gens, c'est la première voiture qu'ils regardent, un cabriolet. Quand tu parles d'un Parkland comme ça, il y en a eu moins de 2000 de fabriqués à l'état neuf. Fait que c'est un véhicule qui est quand même assez rare, là. Puis c'était des véhicules qui étaient assez rouilleux dans le temps. Fait qu'il y en a beaucoup moins qui en restent sur le marché aujourd'hui, là. Oui, il y avait un problème avec le métal recyclé, je pense. C'est ça, il y a des problèmes de métal. C'est ces années-là que les problèmes de métal ont commencé. Là. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment très rouilleux. Fait que t'en as beaucoup moins. Puis t'as plusieurs versions dans ce véhicule-là. Tu peux l'avoir avec un 390, tu peux l'avoir avec un 427, tu peux l'avoir avec 390, 300 forces, 390, 330 forces. Puis tu peux avoir le 427, 415 et 425 forces. J'imagine que les valeurs correspondent aussi au fameux 427 qui doit donner un petit plus. Aussitôt que tu prends un gros moteur, tu prends un véhicule de même avec un 427, c'est des véhicules qui valent jusqu'à 70 000 $. Oh boy! Tandis dans le modèle standard, qu'un 390, un ou l'autre, 300 ou 330 forces, c'est des véhicules autour de 40 000 $ des beaux. OK. Fait que c'est quand même une voiture qui dans le marché, est intéressante dans le sens que, oui, c'est un classique, mais étant donné qu'il est cabriolet, ça lui donne quand même un bon punch dans le marché. C'est des beaux modèles, c'est des modèles assez aimés, puis qui devraient tranquillement prendre de la valeur. Je ne dis pas que ça va atteindre 50 000 60 000, mais ça devrait monter tranquillement. Un bon placement assez sécure. Oh, oui. Merci, Denis. Bien. Cette chronique vous a été présentée par DF Évaluation, évaluateur professionnel de voitures et véhicules anciens et modernes au Québec. Bien, c'était Passion Tour Rétro au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Tour Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.